Bonjour Charles. Effectivement, donc la course en play-off en tout cas, je dirais, cette semaine a vraiment tenu toutes ses promesses et a aussi eu son lot de surprises. Et je vais vous présenter ça dans quelques instants, en commençant par la division Nord. La messe, je dirais, est plus ou moins dite. On connaît. Alors, c'est pas à 100% sûr, mais je dirais à 99,9%, on connaît les 4 équipes qui vont participer aux séries. Ouais. Alors Ouais. au nord, c'est quasiment sûr. Je veux dire, je vois mal, je dirais Vancouver Calgary passer devant, ou Calgary effectuer une remontée exceptionnelle. Même si Montréal en ce moment c'est compliqué, on va en reparler. Il n'y a que 6 points entre Calgary et Montréal. Ouais, mais ils ont pas mal de matchs de retard, Montréal. Effectivement, oui, ils ont 3 matchs de retard, Montréal. Voilà, j'avais pas regardé la bonne colonne. Donc c'est pour ça, mais bon. Donc en tout cas, Toronto est pour l'instant leader de la, comment dire, de la ligue. Ils ont 6 points, mais d'avance sur les deuxièmes qui sont les Jets. Mais il y a encore 4 affrontements entre les Jets et les Maple Leafs. Et là, on va le voir en fait un peu tout au long de cette descriptive de la course au playoff. Les affrontements, je dirais, entre deux équipes comme ça vont être vraiment hyper déterminants. Et donc là, avec 4 affrontements, ça fait potentiellement 8 points, que pourrait prendre l'une des deux équipes si elle venait à gagner les 4. Et donc ça pourrait chambouler le classement. Mais en attendant, Toronto reste quand même relativement solide. Je les vois pas perdre les 4 matchs face aux Jets. Oui, ils en prendront au moins un sur la série. Au moins 1 ou 2, voilà, ce sera peut-être effectivement, ils vont peut-être se partager, ou du moins je dirais ils iront faire des overtime, ce genre de choses. Donc Toronto devrait quand même finir premier. Ensuite, vient donc, comme je le disais, les Jets qui sont à 6 points. Mais ils sont pas non plus, mais eux ils sont pas forcément, je dirais, assurés d'avoir la deuxième place, puisque les Oilers ne comptent qu'un seul point de retard avec un match en plus. Mais les Oilers n'ont plus d'affrontement face à Toronto, donc ça fait quand même entre guillemets un adversaire de taille en moins. Et ils ont encore 3 affrontements face aux Jets, donc c'est pareil, s'ils arrivent à plutôt bien, je dirais, négocier ces affrontements face aux Jets, ils peuvent espérer récupérer la deuxième place. Ce qui au final, soit dit en passant, ne changera pas forcément grand-chose pour les séries éliminatoires. Non, ça ne change pas le match-up. Voilà, le deuxième et le troisième se rencontrent, c'est juste l'avantage du terrain qui changera et le deuxième aura un avantage sur une série en 7 matchs, aura plus de matchs à domicile. Voilà, effectivement. Alors après, en plus, je dirais que sans public, peut-être, je sais pas si le terrain a l'avantage du terrain a le même impact qu'avec du public. Oui, en plus on le voit cette saison, c'est pas gage de victoire à chaque fois. Mais bon, je pense qu'en revanche, là, ça sera peut-être plus, je dirais, un aspect psychologique de si jamais une équipe arrive vraiment à prendre le dessus sur les autres avant d'entamer du coup une série. Ça peut aussi éventuellement avoir un petit impact. Et enfin, Montréal, qui sera, comme je disais, probablement 4e. Mais en ce moment, ils sont vraiment en grosse perte de vitesse. Ils ont perdu 5-0 leur dernier match, face aux Jets, justement. Ils sont à 3 défaites de suite, une seule victoire qu'ils ont, je dirais, péniblement obtenue en overtime dans les 5 derniers matchs. Donc c'est, de toute façon, en fait, c'est un peu à l'image, je dirais, de la saison de Montréal, où ils enchaînent le très bon et le médiocre. Et là, clairement, on est dans une phase de médiocre. Donc, il va falloir faire attention à ce que ça se prolonge pas trop. Ils jouent les Leafs ce soir, une équipe contre laquelle ils ont eu énormément de difficultés. Et après, ils ont un double affrontement face aux Flames. Et ils ont, fin avril, un triple affrontement face aux Flames. Donc encore pas mal de rencontres face aux Flames, et il va falloir un peu se ressaisir, parce que pour le coup, là, s'ils venaient à perdre 5 fois, ça rebalancerait quand même vraiment je dirais l'équilibre et du moins ça relancerait vraiment la bataille pour la 4e place dans la division Est.
Maintenant, c'est pareil, Calgary n'est pas non plus l'équipe la plus régulière, donc je vois mal quand même les Flames aller gagner 5 fois face aux Canadiens. Division Ouest. Division Ouest. Non, je sais pas, tu D'accord. voulais. Je voulais faire Non, l'Est, parce que tu parlais mais de Ah bah écoute, filons à l'Est. filons à Avec l'Est, effectivement. Washington, les Islanders, les Penguins et puis les Bruins qui ont pris une petite volée hier soir. Ah ouais, alors on va en reparler justement des Bruins. Effectivement, ils ont pris en effet une très sale défaite 9-1 hier soir face aux Capitals. 8, non 9, je crois. 8-1. Ah, 8, pardon, autant pour moi. 8-1. Oui, non, 9-1, c'était pas eux. Oui, c'était les Blues qui ont mis ça au Wild. Ouais, autant pour moi. Bon, c'est déjà quand même beaucoup, 8-1. Ça fait beaucoup. Voilà. Non, mais donc, effectivement, là, c'est aussi quand même. Alors, c'est pareil, même s'ils ont perdu 8-1, c'est pareil, c'est l'autre division, où je pense que les 4 joueurs sont quand même connus. Les Bruins, alors, bon, le trio de tête, comment dire, il va y avoir une vraie bataille pour le trio de tête entre les Capitals, les Highlanders et les Penguins. Les deux équipes se tiennent à 2 points. D'ailleurs, en fait, comment dire, les Highlanders et les Capitals sont à égalité. Les Penguins sont à 2 points derrière et les 3 équipes ont le même nombre de matchs joués. Et surtout, même Boston qui accuse actuellement 8 points de retard sur les Penguins a 3 matchs de moins. Donc, si ils les gagnent tous, potentiellement, ils peuvent aussi revenir, je dirais, en tout cas, revenir au contact. Donc dans cette division, si les 4 équipes en playoff sont plus ou moins connues, je vois mal aujourd'hui, même si les Rangers s'en sortent mieux que ce qu'on escomptait et finalement, peuvent encore rêver. Je les vois quand même mal. Ils ont déjà 4 points de retard avec 2 matchs d'avance sur les Bruins. Je les vois mal réussir l'exploit de récupérer. De récupérer une 4e place. Mais en revanche, l'ordre des 4 équipes, je pense, va être très très dur à définir. Je mettrai quand même une petite pièce, moi, sur les Highlanders premiers. D'accord. Plus que les Caps. Je trouve que l'équipe est plus équilibrée et plus constante aussi. Ouais, les Caps sont un peu moins bien sur les derniers matchs. Ils arrivent moins à se créer On dit ça alors qu'ils en ont mis 8 hier, mais. Ouais, mais. Mais c'est un peu moins. Ces derniers temps, c'est un peu moins bon. Et tu le disais là juste avant sur la division Nord, l'équipe qui arrivera lancée, et c'est de manière générale, et on l'avait vu l'année dernière aussi, l'équipe qui arrivera lancée en playoff aura un avantage psychologique sur les autres. Et c'est surtout que pour le coup, les Highlanders ont gagné quand même pas mal de matchs. Ils avaient des grosses confrontations qu'ils ont réussi. Par exemple, ils ont réussi à battre. Alors là, ils ont gagné hier soir contre les Rangers en overtime. Ils ont réussi à battre 2 fois, mine de rien, les Capitals. Ils ont réussi à battre 2 fois les Flyers. Donc, effectivement, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule défaite. Ils négocient quand même plutôt bien, je dirais, leur période de prolongation. Ils ont fait venir Kai Palmieri et Travis Zajac, qui étaient quand même entre guillemets 2 renforts intéressants en attaque. D'ailleurs, Palmieri a marqué hier. Palmieri a marqué hier, et ce qui était un petit peu le défaut de cette équipe de ne pas être forcément toujours très impressionnante offensivement, et encore plus depuis la blessure d'Andersley. Ça devrait quand même leur faire du bien. Donc moi, je mettrais une petite pièce sur les Highs pour la première place. Et ensuite, effectivement, je vois les Caps en 2, les Pens en 3, et donc les Bruins en 4. Je suis agréablement surpris par les Penguins. Je pensais que ça allait être, je dirais, l'équipe un peu déception de la division Est, et en fait c'est pas le cas. Finalement ça joue bien, et c'est leurs voisins malheureusement de Pennsylvanie, les Flyers, qui sont un peu cette déception. Ils ont vécu un mois de mars cauchemardesque. C'est moins qu'on puisse dire. Et ils ont encore perdu hier face au Sabre, je dirais. Ils ont créé une vibe Atlanta Falcons, où ils arrivent à perdre des matchs qu'ils devraient gagner.
Voilà, donc pour faire un petit parallèle avec le football américain. Et donc, non, c'est très décevant et je ne serais pas non plus surpris que cet été, on voit pas mal aussi de mouvement du côté des Flyers. Et quelques trades peut-être aussi, parce que finalement, cette équipe, malgré tout le talent qu'il y a, les Voracek, les Giroud, les Van Riemsdyk, n'y arrive pas. Pour moi, ça restera, je pense, la grande déception de la saison. Je les voyais finir premier de la division et presque tranquille. Autant vous dire que j'étais. T'es bien planté. Je me suis bien planté, mais ce qui me rassure, c'est que j'étais pas tout seul. Oui, non, je pense qu'on était plusieurs à les voir bien placés cette saison et au final assez loin. Bon, moi, mes Rangers, je suis plutôt content de leur saison, donc c'est plutôt. Moi, je trouve effectivement que c'est une équipe qui est quand même, pour le coup, les Rangers ont un petit peu digressé, mais c'est pas grave. Une équipe qui a un très bel avenir devant elle. Lafrenière avait été assez injustement critiqué en début de saison. Là, je pense qu'il commence petit à petit à faire taire un peu tout le monde et à montrer que malgré son jeune âge, il faudra compter avec lui dans les prochaines années. Même Capo Caco, ça va un peu mieux aussi. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe des Rangers. Moi, je pense que même Keandre Miller, il y a énormément, enfin vraiment en tout cas beaucoup de jeunes talents dans cette équipe et d'ici 2-3 ans, c'est en tout cas l'équipe que je vois avec Ottawa faire quelques miracles. On est d'accord. Alors tu veux partir où? Ouest ou on part à central? l'Ouest. Je sens que je sens que tu as envie qu'on parle de la division Ouest. Mais même pas. Donc allons à l'Ouest. Alors là en revanche, je suis assez content parce que du coup pour le dernier podcast, j'avais dit que le Wild ne tiendrait pas la distance avec Colorado et avec Vegas, et on va voir que j'avais raison. Puisqu'effectivement, donc la situation a évolué, je dirais, mais pas trop du côté de la division Ouest par rapport au dernier podcast, on en avait parlé. Alors, l'Avalanche et les Golden Knights sont toujours, je dirais, font toujours la course en tête. Les Golden Knights ont gagné hier, je dirais, d'une manière assez laborieuse, 1-0 face aux Coyotes, effectivement, qui sont d'ailleurs les adversaires de ce soir, donc de l'Avalanche. Et eux, l'Avalanche, avait une double confrontation contre les Ducks, et donc ils sont logiquement, je dirais, parvenus à gagner. Donc les deux équipes ont 4 points d'écart, mais les Golden Knights ont un match en moins, sachant que cette saison, un match en moins pour les Golden Knights, c'est quand même souvent une victoire. Donc on va dire qu'ils ont eu un écart de 2 points. Allez, on va partir du principe que les Golden Knights vont pas se rater et qu'ils vont gagner. Donc on voit que c'est quand même encore assez serré. Il leur reste 15 et 16 matchs du coup aux deux équipes. Et donc c'est encore assez serré de ce côté-là. En revanche, Minnesota, le Wild, ont eux du coup un peu reculé. Ils ont 5 points de retard sur les Golden Knights, le même nombre de matchs que Vegas, et donc 9 points de retard sur l'Avalanche avec un match en moins. Ils ont eu énormément de difficultés face à Saint-Louis, et on va en reparler un petit peu après quand on va un peu, je dirais, un petit peu développer Saint-Louis. Est-ce qu'il leur a effectivement un peu fait défaut, donc ces matchs face à Saint-Louis, qu'ils auraient dû gagner? Ça n'a pas été le cas. Ce qui malheureusement les pénalise un peu aujourd'hui dans la course à la première place. Mais ils gardent quand même suffisamment d'avance, je dirais, pour aller conserver une 3e place. De toute façon, je ne les voyais pas dépasser et les Golden Knights et l'Avalanche. Donc au final, qu'ils soient 2 ou 3e, comme on le disait, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. En revanche, pour la 4e place, alors il y a eu pas mal de mouvements. J'étais étonnamment surprise, que je m'attendais à ce que les Blues décrochent complètement vu le calendrier infâme qu'ils avaient. Ils jouaient beaucoup le Wild, ils jouaient beaucoup Vegas, ils jouaient beaucoup Colorado. Mais finalement, en fait, ils en sont très bien sortis. Ils ont gagné 2 fois face à Minnesota, dont une victoire 9-1. Oui, ce coup-ci, c'est bon.
Voilà, ce coup-ci, c'est bon, allez, j'avais bon. C'est bien 9-1. C'était bien 9-1. Et sur leur double confrontation face à Vegas, ils ont quand même réussi à en prendre une. Donc au final, une opération plutôt, plutôt bénéfique Positif. parce qu'ils sont sur 3 victoires de suite dans des matchs quand même pas faciles à gagner. Là, ils rejouent Minnesota demain. Enfin, non, pardon, ce soir. Et ensuite, après, ils vont beaucoup enchaîner ensuite, ils vont enchaîner l'Avalanche lors le dernier match face aux Coyotes. Et après, ça fait quasiment que Avalanche, Wild et Golden Knights. Donc, il va encore falloir tenir, mais pour l'instant, ils sont quatrième. Ils ont un point d'avance et un match en retard sur les Coyotes. Et donc, bah, ils tiennent le coup, à voir si ça va durer sur la longueur. Moi, je pense encore quand même que les Coyotes sont mieux placés, je dirais, que les Blues pour récupérer la 4e place. Mais en même temps, offensivement, les Blues ont l'air d'avoir réglé quelques problèmes. Donc bon, pour l'instant, ça tient à voir sur le long terme. Arizona, justement, on va en parler. Moi, c'est l'équipe que je vois le plus finir 4e. En revanche, eux, pour le coup, ils ont énormément de confrontations directes qui va les importer. Ils en ont 4 à venir contre San Jose, 3 contre les Kings et donc du coup, une contre les Blues. Ça représente quasiment la moitié de leur match restant, ces confrontations directes. Et pour le coup, ils doivent impérativement gagner parce que sinon, ils peuvent pas se permettre en effet de laisser comme ça des points donc à des concurrents. Sinon, ça va très vite compliquer leur tâche. Voilà pour alors même constat face à San Jose qui je dirais à 4 points de retard également sur les Blues mais également aussi un match en moins donc c'est quasiment l'équipe qui a joué le moins de matchs dans la division Ouest. En revanche, ils ont un calendrier qui est pas facile. Pareil, ils ont 4 matchs face à Arizona. Et surtout encore énormément de confrontations face au top 3, donc à l'Avalanche, au Golden Knights et au Wild. Je pense que c'est l'équipe qui a le calendrier le plus dur après les Blues. Et malheureusement, c'est pareil, ils n'ont pas non plus, je dirais, un coussin de sécurité ou une marge de manœuvre en se disant tiens, je peux perdre un match par-ci, un match par-là. La bonne nouvelle quand même du côté des Sharks, c'est qu'ils ont quand même plutôt bien négocié leur match face aux Kings. Et donc du coup, c'est un peu la mauvaise nouvelle des Kings. C'est que les Kings ont légèrement décroché. Enfin, c'était en tout cas l'équipe qui, lorsqu'on en a, je crois que c'était la semaine dernière qu'on avait discuté de la course au playoff dans la division Ouest. C'était l'équipe qui, en tout cas, je dirais, avait le plus ses cartes à jouer. Aujourd'hui, elle l'a un peu perdu parce qu'elle a énormément perdu face aux Sharks. Elle est à 38 points, donc à 6 points des Blues. Alors, je dirais pas le point positif, mais le point rassurant des Lakers, des Kings, pardon, des LAK, c'est que ils ont 5 rencontres à venir face à Anaheim. C'est sans doute d'ailleurs l'équipe qui a le calendrier le plus abordable des 4 que j'ai cités. Et donc potentiellement, s'ils arrivent à prendre des victoires face à Anaheim, ça peut leur permettre de revenir. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu du côté des Kings, c'est qu'ils ont trade Jeff Carter. Ils parlent d'échanger Iafallo aussi. Moi, en tout cas, je les vois un petit peu comme si. Je me Ils avaient demande déjà en fait. lâché, quoi. Ouais, je les sens un peu résignés. Je les sens un peu résignés, ce qui pourtant, je dirais, est dommage parce que je pense qu'ils peuvent encore le faire. Mathématiquement, ils ont que 6 points de retard sur sur Saint-Louis et avec un voilà, match en moins. avec Et un un match calendrier en moins facile, donc bon. et un calendrier plus abordable. Donc en effet, je suis assez je suis circonspect. Je pense que alors peut-être des bruits qui se disent qu'en effet, quand ils iront en série face à Colorado ou à Vegas, de toute façon, ils n'auront aucune chance. Donc bon, autant ne pas y Autant aller. pas y aller. Mais je trouve ça dommage parce que mine de rien, ils ont aussi beaucoup de jeunes dans cette équipe. Il y a Gabriel Villardi, il y a Sanderson et Quinton Byfield joue pas, mais c'est aussi un moment, en tout cas, le moment de lui donner un peu de temps de jeu.
Mais ouais, je trouve ça un peu dommage parce que justement, c'est souvent de la bonne expérience à prendre, ces séries, même quand tu sais que tu te fais sortir rapidement. Donc bon, c'est puis comment dire, je dirais des surprises en série, il y en a déjà eu, donc j'avoue que je trouve ça un peu étrange cette décision des Kings, mais en tout cas c'est comme ça. Et on a à peu près fait le récap de toutes les divisions. Je trouve que On pour n'a faire pas un fait la centrale. Hein. j'ai pas fait la centrale, effectivement, je Non, pense on que n'a pas fait la centrale. C'est la dernière. Tu donc vois, on n'a pas je fait t'avais dit. on n'a pas fait les comment dire, toutes les divisions, il nous en manque une, c'est la centrale. La centrale est à peu près dans le même je dirais dans la même situation que la division Ouest. Les Hurricanes et le Lightning restent en tête, ils sont tous les deux à égalité de points. Il y a juste les Canes qui ont un match en moins. Les Panthers semblent lâcher du lest, ils sont à 3 défaites de suite. L'absence d'Aaron Ekblad se fait énormément sentir du côté des Panthers. L'équipe y arrive beaucoup moins bien que qu'avant. Ils ont joué, donc ils avaient 2 matchs à jouer face aux Hurricanes qu'ils ont perdu. Ils ont perdu récemment face aux Stars aussi. Mais c'est pas, en fait, c'est un peu dans la même situation que le Wild. Je pense que c'est une équipe qui pourra pas jouer je dirais la première place, mais qui va en tout cas devrait quand même assurer assurer son ticket pour les séries en 3e position assez facilement. Je vois bien les Hurricanes finir premier. Moi, je trouve que cette équipe est alors, chaque année, j'ai un peu tendance à m'emballer aussi pour les Hurricanes depuis 2-3 ans. Mais d'ailleurs, souvent, ils me le font payer en série. Mais je trouve que cette année, vraiment, le Lightning n'est pas aussi en forme qu'on pouvait l'attendre. Vasilevski, leur gardien, encore. Alors, hier, ils ont gagné 3-0, donc c'est un blanchissage. Mais Vasilevski a encore fait 36 arrêts. Ce qui m'en dire. Et défensivement, l'équipe est pas aussi. Je dirais pas aussi propre et imposante qu'elle l'était l'an dernier. Donc il y a clairement de la place pour il y a clairement de la place pour Carolina et là pour le coup je dirais que autant Vegas ou Colorado ont pas forcément, je dirais, doivent pas forcément redouter le Wild. Autant les Panthers sont quand même, je dirais, un peu plus redoutables. Et là, pour le coup, obtenir la première place, c'est plutôt primordial. Plutôt primordial. En tout cas, du moins, je dirais que ça évite, ça laisse un premier tour beaucoup plus abordable. Et là, il daigne aussi une bataille plutôt féroce pour la 4e place. Puisque il y a eu un peu de changement, c'était les Blackhawks qui jusque-là tenaient comment dire le rang, mais ils se sont fait doubler par les Predators de Nashville qui reviennent très très bien, les Predators. Ils ont donc 47 points, ce qui fait 4 points d'avance sur les Blackhawks avec seulement un match en plus. Ils sont à 8-2-0 sur leur dernier sur leurs 10 derniers matchs. Comment dire, et l'autre équipe aussi qui éventuellement peut faire, je dirais, peut faire la surprise, c'est Dallas. Dallas a vécu un début de saison aussi qui était compliqué. Là, hier, malheureusement, ils ont malheureusement pour eux, hein, ils ont reperdu face aux Predators. C'était le dernier affrontement de Dallas face aux Predators. Mais à cause des problèmes, on va dire, de Covid de l'équipe en début de saison, ils ont joué moins de matchs que les autres. Donc, ils ont par exemple 3 matchs de moins que Nashville. Et ils n'ont que 6 points de retard. Donc, c'est pareil. S'ils gagnent tout, bon, même si j'y crois pas trop, s'ils gagnent tout, ils pourraient effectivement récupérer cette 4e place. Il leur reste 2 rencontres face aux Blackhawks. Elles seront aussi primordiales. Pour l'instant, les dernières rencontres des Stars face aux Blackhawks avaient plutôt tourné en la faveur j'allais dire des Stars, mais en fait non, c'était une mauvaise impression, plutôt tourné en faveur des Blackhawks.
En revanche, les Stars s'en sortent pas trop mal face aux grosses équipes. Donc ça peut aussi, que ce soit Lightning ou Hurricanes, donc ça peut faire la différence. Et en tout cas, il y a une équipe qui, elle, a totalement lâché prise. Aujourd'hui, elle a 9 points de retard sur les Predators avec le même nombre de matchs joués, c'est les Blue Jackets. D'ailleurs, ça va avec ce qu'on dit, ce qu'on a dit sur les trades. lors de la première partie. Voilà. Au niveau des trades, du coup, on sent qu'ils ont lâché prise et qu'ils se tournent vers l'année prochaine. Voilà, effectivement, ils ont 9 points de retard. Ils ont notamment perdu des matchs face aux Red Wings, qui était quand même vraiment l'équipe la plus abordable de la division. Donc un peu dommage aussi pour les Blue Jackets, parce qu'ils ont encore quand même une bonne équipe. Enfin, non, on peut pas dire une bonne équipe, parce qu'ils ont encore quelques talents. Mais c'est surtout aussi un peu dommage pour notre Français, Alexandre Texier. Ouais, exactement. Voilà, très franchement, mis à part Pierre-Édouard Bellemare, je pense qu'on n'aura pas de Français en série, puisque Texier ne devrait pas le faire avec Columbus, et à Vancouver, j'ai plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Antoine Roussel, pardon, devrait pas le faire non plus. Mais bon, on va tout miser sur Pierre-Édouard. En plus, ils ont de bonnes chances, le Colorado, a priori, effectivement, d'aller le plus loin. Pour, du coup, je dirais faire une conclusion globale, on voit qu'en fait, c'est assez marrant, mais qu'il y a des situations, je dirais, qui sont très symétriques en fonction des divisions. On peut clairement voir que la division Nord et la division Est, en tout cas, s'articulent, je dirais, après de la même manière, tandis que la centrale et l'Ouest, aussi avec une vraie bataille pour la 4e place et beaucoup de, tu vas appeler ça, de Big Three. Je trouve, alors qu'il reste que 25%. Alors qu'il reste 25% des matchs, il y a encore pas mal de suspense. En général, je sais que dans les saisons à 82 matchs, à ce genre de moment-là, c'est des batailles pour la 7-8e place. C'est pas toujours, je dirais, super excitant tandis que là, je trouve que les matchs ont un peu plus d'enjeu quand même. C'est aussi un peu le côté, je dirais, le match confrontation directe qui fait ça. On sait très bien que les classements peuvent évoluer très vite grâce à ça. On en avait parlé dans le premier podcast, quand on avait fait la preview de la saison, en disant que les confrontations directes allaient être vitales. Et là, je pense que dans ces derniers matchs, on va vraiment en tout cas se rendre compte du poids qu'elles vont avoir et de comment une défaite à domicile face à un concurrent va pouvoir complètement changer la dynamique d'une équipe, ou alors changer l'ordre d'un classement. Donc en tout cas, c'est quand même plutôt, je dirais, réjouissant. Parce que moi, en tout cas, c'est un des points que j'avais noté en me disant que peut-être ça allait être redondant, peut-être que ça allait être un peu ennuyeux sur la fin, etc. D'avoir toujours les mêmes rencontres, toujours, tout ça. Et en fait, ça va. Donc, je trouve que la NHL a quand même plutôt bien géré son format finalement. C'était pas gagné. Et c'est pas plus mal. Et on a eu aussi une belle date limite des transferts, même si elle n'est pas encore finie. Avec quand même, je dirais, des transferts un peu chocs. On voit que les équipes s'accommodent de plus en plus des plafonds serrés et arrivent à s'en sortir. Le seul bémol que je donnerais, en revanche, c'est je trouve qu'en NHL, de toute façon, Gary Bettman était un peu avant était avant à la NBA, et je trouve que la NHL et la NBA ont beaucoup en commun. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que les choix de draft sont énormément dévalués. Oui, ont moins de valeur. Ouais. Les équipes les échangent et s'en foutent complètement. On a vraiment, en tout cas, je dirais, cette idée de plus en plus de super team avec des en mode win now, et après on reconstruit, c'est pas grave. De toute façon, les fans suivront. Voilà, c'est comment dire. Alors, peut-être que certains aiment bien, moi je suis pas hyper fan. Je dirais, pour le coup, là, un point de vue qui est très personnel. Mais en tout cas, c'est un constat. En tout cas, c'est un constat, je pense qu'il est important de tirer, et une des conclusions de de ce format et des évolutions de la ligue.
Ouais. Bon, on n'a pas encore une équipe comme le Thunder qui a 27 tours de draft pour Ouais, non, mais moi, les 8 prochaines années. Columbus, on commence à en avoir pas mal, hein, quand même. Ouais, bah 3 premiers tours, c'est déjà, C'est déjà énorme. plus huge, ouais. Ouais, c'est déjà énorme, d'autant plus que avec 38 points, ils ont un petit peu de chance à la loterie. Ils pourraient se retrouver avec une très très bonne place dès le premier tour. Donc, Et bon, même si je disais que la draft class de cette année était peut-être pas aussi qualitatif que ce qu'on pouvait s'y attendre. Bon, il y a, je dirais quand même dans le top 10 quelques bons profils, notamment et c'est assez surprenant, viennent de la NCAA pour une fois, ce qui n'est pas souvent le cas en NHL. Hein. Et d'ailleurs, je vais un petit peu digresser, mais je trouve que le championnat de NCAA, justement, en hockey sur glace, commence à prendre de l'importance, et moi en tout cas, je juge que c'est une bonne chose. Ouais. Pour la NHL, parce que je pense que l'un des freins qu'avait le public américain avec la NHL, c'est qu'il n'y avait pas énormément de joueurs américains. Beaucoup de joueurs canadiens, beaucoup de jeunes joueurs canadiens, surtout qui venaient. Ouais, russes. Ou alors d'Europe de l'Est, effectivement, c'est la ligue la plus mondialisée sans doute. Et que du coup, je dirais en fait ce manque d'identification, ce manque d'identification a pu aussi un petit peu à un moment donné desservir la NHL et desservir les équipes économiquement. Ouais, sans doute. Eh bien, écoute, c'est sur ces bonnes paroles pour prêcher la NCAA qu'on va terminer notre épisode NHL de la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Jordan. Et puis, on se retrouve très vite avec de nouvelles aventures de la NHL.